Bonjour, je m'appelle Virginie Violaz, je suis formatrice à l'Institut de formation de l'enseignement catholique, l'IFEC. Bonjour, Sandrine Di Tullio, également formatrice à l'IFEC pour le français langue de scolarisation. Alors, je vais vous présenter maintenant un élément nouveau qui a fait son apparition dans les référentiels du tronc commun. Ce sont les visées transversales qui se trouvent dans le volume 1 de votre programme. Ces visées transversales se développent via les contenus répertoriés dans l'ensemble des disciplines et comme on peut le lire dans les référentiels, elles sont assez novatrices et constituent un pan important des apprentissages du tronc commun. Elles contribuent à la construction progressive d'un citoyen lucide, acteur et autonome. Dans les référentiels, à la fin de chaque discipline, il y a des liens entre les contenus disciplinaires et les visées transversales. Mais nous avons choisi dans les nouveaux programmes de les mettre en avant dans le premier volume en les y déployant davantage. Alors, comment est-ce qu'elles se présentent, ces visées transversales, et où est-ce qu'elles se trouvent exactement dans le programme et pour quelles raisons? Nous allons démarrer par cette dia. Donc, dans le volume 1, on retrouve les orientations pédagogiques, les visées transversales et les autres éléments transversaux. Dans ce volume, il y a des éléments qui se travaillent en s'appuyant sur les autres disciplines, comme pour l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, qui dans notre réseau se travaillent de façon transversale en prenant appui sur les disciplines. Il en est de même pour les visées transversales. Alors, vous allez trouver dans cette partie-là ce schéma qui représente les 6 visées transversales. Et vous pouvez voir que ces visées transversales, elles sont en réseau, parce qu'elles ont toutes un impact les unes sur les autres. Il y a donc 6 visées. La première, c'est se connaître et s'ouvrir aux autres. La seconde, apprendre à apprendre. La troisième, développer une pensée critique et complexe. La quatrième, développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. La cinquième visée, c'est découvrir le monde scolaire, la diversité des filières et des options qui s'ouvrent après le tronc commun et mieux connaître le monde des activités professionnelles. Et enfin, la sixième visée transversale, développer des projets personnels et professionnels, anticiper et poser des choix. C'est important de savoir que ces visées transversales, elles ne se travaillent pas pour elles-mêmes. Elles se travaillent à travers des contenus disciplinaires. Et donc, ce n'est pas un élément en plus qui est à enseigner à vos élèves. Mais elles sont bien chacune nourries par des dispositifs que vous mettez en place, par la posture que vous prenez face aux élèves, mais aussi par le contenu disciplinaire qui est proposé. Alors, dans le programme, nous avons présenté chaque visée avec 2 doubles pages. Alors, sur la première double page, vous allez voir à gauche un point théorique sur la visée. Tout en haut de la page, et un élément d'éclairage qui est issu des référentiels. Ensuite, nous avons un cadre balise où nous avons déployé davantage ce qu'on pourrait attendre des élèves en P3-P4 par rapport à cette visée-là. À droite, nous proposons différentes pistes par rapport à différentes questions. Quelle démarche mettre en place dans vos classes pour déployer la visée? Quelle posture en tant qu'enseignant est-ce que vous pouvez adopter? Quels outils est-ce que vous pouvez mettre en place pour soutenir ces visées? Et puis sur certaines pages de droite, vous aurez un cadre intitulé « Quel partenariat entre l'école et la famille ?» qui peut aussi nourrir davantage la visée à développer. Ensuite, sur la deuxième double page, on vous présente à gauche les composantes de chaque visée. Alors, les composantes, c'est ce que les élèves devront pouvoir atteindre en fin de tronc commun. Et donc, vous avez, l'élève sera progressivement capable de faire telle ou telle chose à la fin du tronc commun. C'est important de savoir que sur cette page de gauche, il y a des composantes qui sont grisées. Ce sont donc des éléments qui ne sont pas activés en P3-P4 et qui seront dégrisés au fur et à mesure du parcours scolaire de l'élève. À droite, nous vous présentons des exemples et des situations de classe issues du programme des autres disciplines de P3-P4 qui permettent de nourrir la visée en question. Alors, où retrouve-t-on mention de ces visées transversales dans les autres disciplines? Eh bien, tout d'abord, dans les activités de mise en lien. Ensuite, dans les pistes pour l'apprentissage en page de droite. Et enfin, dans les introductions des différentes disciplines. On va maintenant entrer ensemble dans chaque visée pour pouvoir vous les présenter davantage. La première visée, c'est se connaître soi-même et s'ouvrir aux autres. Il y a 3 composantes dans cette visée. La première, développer une conscience de soi et de l'autre.
La seconde, développer une conscience du collectif. Et la dernière, développer une conscience du temps et de l'espace. Voir quelques exemples tirés du programme. Pour la première composante qui est développer une conscience de soi et une conscience de l'autre, on trouvera par exemple en français choisir son album préféré lors d'un tournoi de livres et compléter une fiche d'appréciation. Pour la deuxième composante, qui est développer une conscience du collectif, on trouvera par exemple en langue moderne, prendre conscience des régions ou des pays dans lesquels ou dans lesquels la langue enseignée est utilisée. Enfin, pour la troisième composante, qui est développer une conscience du temps et de l'espace, on peut en sciences se questionner sur l'importance du traitement des eaux usées pour la préservation de l'ensemble des écosystèmes à long terme. Si on se penche maintenant sur la visée transversale numéro 2, qui est apprendre à apprendre, là aussi quelques balises. C'est toujours dans la connaissance de soi, mais la connaissance de soi au niveau cognitif. L'idée d'être capable de s'outiller face aux apprentissages et de prendre conscience des opérations mentales qui sont sollicitées lors d'un apprentissage. On a deux composantes pour cette visée transversale. La première, c'est de développer des opérations mentales de base. Et la deuxième, c'est prendre conscience, analyser et réguler les opérations mentales de base. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la première? Eh bien, c'est être capable d'observer, de comparer, de raisonner, de conceptualiser, d'abstraire. C'est aussi être capable de catégoriser, d'ordonner, de modéliser. Tout ça, ce sont des opérations mentales nécessaires. Et aussi, c'est important, transversales, puisqu'elles sont activées dans tous les apprentissages de toutes les disciplines. Alors, derrière la deuxième composante, on trouve des compétences méthodologiques du métier de l'élève, acquérir une conscience des apprentissages, développer un environnement personnel d'apprentissage et mobiliser des outils numériques propres à l'apprentissage. Alors à nouveau, voyons quelques situations de classe, toujours tirées des contenus disciplinaires. Par exemple en français, ça peut être lister des mots à partir d'une racine commune, par exemple terre, afin de créer une famille morphologique et sémantique, puis de créer un outil visuel pour favoriser la mémorisation. Par rapport à prendre conscience, analyser, réguler les opérations mentales de base, eh bien, on va proposer aux élèves de se représenter leur stratégie et de la comparer à celle des autres, d'observer en quoi elles sont différentes et peut-être de s'autoréguler, d'ajuster sa stratégie en fonction de ce qu'on a observé. En formation manuelle et technique, technologique et numérique, on pourra par exemple déterminer une stratégie commune pour nommer ou renommer des fichiers numériques afin de faciliter leur gestion. Et ensuite, on se questionnera sur le sens de l'activité vécue en classe et on pourra réfléchir sur les démarches mobilisables et ce que l'activité peut apporter dans la vie quotidienne. Dans la visée 3, on parle de développer une pensée critique et complexe. On a 4 composantes pour cette visée 3. La première, c'est lutter contre les généralisations. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là derrière? Eh bien, il s'agit d'éviter les généralisations au départ de cas particuliers. On va bien sûr parler des stéréotypes et des préjugés. Là aussi, le lien est étroit avec plusieurs disciplines, puisqu'on va trouver ces termes en religion, en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, et aussi en sciences humaines. On va ensuite appréhender les causalités circulaires, donc par exemple les cercles vicieux et les cercles vertueux. On peut aussi à nouveau s'appuyer sur les disciplines comme les sciences humaines, le PC et la religion. On va ensuite devoir s'initier à la recherche documentaire, trouver, traiter et évaluer les sources d'informations pour développer l'esprit critique. Et pour être capable d'évaluer la fiabilité des informations, on va établir une démarche de recherche. On va aussi travailler les éléments pour être capable de synthétiser les informations et de créer des contenus, mais ce dernier point sera activé plus tard dans la scolarité car, comme vous le voyez, cette visée est en grisé. De nouveau, quelques situations de classe pour lutter contre les généralisations. On va retrouver en religion exprimer avec ces mots ce que signifie pour soi connaître ou non reconnaître la différence. Stigmatiser ou non stigmatiser la différence.
Pour appréhender les causes et les causalités circulaires, vous pourrez en sciences débattre des conséquences possibles à la suite de l'extinction d'un maillon de la chaîne alimentaire. Pour trouver, traiter et évaluer des sources d'information, en EPS, on pourra se poser des questions sur le type de collation saine pour la santé en consultant les étiquettes des emballages. Enfin, pour créer du contenu, en ECA, on pourra partager une réalisation artistique créée dans le but d'apporter collectivement des pistes d'amélioration pour les différentes techniques d'exécution. Dans la visée 4, on trouve 3 composantes. La première, c'est développer son esprit d'initiative, puisque la visée 4, elle concerne la créativité et l'esprit d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette composante et derrière cette visée? C'est que être créatif d'abord, c'est être capable de penser et de produire quelque chose de neuf, mais également pouvoir apporter une innovation à quelque chose de déjà existant. Développer la créativité, ça permet de renforcer son identité, d'accroître son estime de soi, d'exprimer ses émotions, de s'ouvrir, de travailler la concentration et l'autodiscipline ou de favoriser la recherche d'idées. Enfin, la créativité, c'est aussi une des qualités qui favorise l'esprit d'entreprendre. On va prendre des initiatives, transformer des idées en actes, s'engager, innover. Il y a tout ça qui se cache derrière cette visée-là. Alors, quelques situations de classe pour cette visée 4. Par exemple, pour développer son esprit d'initiative en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, on a se présenter comme représentant de la classe au conseil des enfants de l'école. Pour la composante 2, planifier et anticiper, on pourra par exemple en français planifier sa prise de parole à l'aide du modèle d'organisation OREO, opinion, raison, exemple, opinion. Pour ce qui est de la troisième composante, transformer ses idées en actes et persévérer, on pourra proposer aux élèves de peindre des pierres ramassées pour en faire des cailloux voyageurs et proposer, le cas échéant, de recommencer si le résultat obtenu ne semble pas satisfaisant. Dans la visée 5, qui est découvrir le monde scolaire, la diversité des filières et des options qui s'ouvrent après le tronc commun et mieux connaître le monde des activités professionnelles, on a 2 composantes. La première, c'est découvrir ce que le monde extérieur offre en matière de filières et de métiers. L'objectif de cette visée, c'est bien d'ouvrir l'élève à la diversité professionnelle, sans toutefois déjà à ce stade de la scolarité l'amener à faire des choix professionnels, bien entendu. Derrière la deuxième composante, on a établir des relations entre les savoirs et les savoir-faire qui sont enseignés à l'école. Et puis les grandes sphères d'activité professionnelle et humaine. Donc, qu'est-ce que j'apprends à l'école? En quoi ça va me servir plus tard? Et quels sont les métiers qui pourraient être liés à ce que j'apprends à l'école? Il y a 3 étapes qui peuvent être envisagées de manière progressive pour cette découverte. C'est par exemple avoir une réflexion sur le sens du métier, puis proposer des jeux et des activités pour découvrir les métiers. Enfin, ça peut être de vivre des rencontres avec des professionnels de différents secteurs. Comme à chaque fois, quelques situations de classe pour découvrir ce que le monde extérieur offre en matière de filières et de métiers. En sciences humaines, par exemple, c'est de rencontrer un boulanger pour découvrir les notions de budget, de dépenses et de revenus. Pour établir des relations entre les savoirs et les savoir-faire, les compétences enseignées, on pourra en mathématiques citer les métiers qui pourraient avoir besoin de maîtriser les formules d'air, par exemple un carreleur, un architecte, un couvreur. Voilà pour la visée 5. La visée 6, c'est développer des projets personnels et professionnels, anticiper et poser des choix. Alors, qu'est-ce qui se cache là derrière? On a une première composante qui est rassembler, articuler et incarner ce que l'élève a appris sur lui-même, sur les autres, sur le monde scolaire, sur la diversité des filières et des options scolaires. À partir de ce que l'élève a appris, il se crée une vision de son propre avenir. Il commence à se mettre en projet, il transforme ses connaissances en choix et en action. On voit que cette visée, finalement, elle articule la visée 3, la visée 4, mais aussi la visée 5. La deuxième composante, c'est apprendre à élaborer peu à peu un projet de formation, d'études de vie. Alors bien sûr, ici, c'est une composante pour la fin du tronc commun.
En P3-P4, on est déjà simplement capable de prendre conscience qu'il y a plusieurs scénarios d'avenir possibles, et donc ouvrir à ces solutions d'avenir. Et puis rencontrer le professionnel, ça permet aussi simplement de se projeter dans l'avenir, mais surtout d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui me plaît, moi, aujourd'hui, en tant qu'élève de P3 ou de P4? Et quel choix est-ce que je peux poser déjà par rapport à la connaissance ou aux connaissances que j'ai sur moi? Alors, quelques situations de classe qui nourrissent cette visée 6. Eh bien, pour rassembler, articuler et incarner ces apprentissages sur lui-même et sur les autres, le monde scolaire, la diversité des filières et des options scolaires, nous trouvons en sciences humaines, lors de la découverte de la publicité, on peut prendre conscience de l'influence que celle-ci a sur sa propre consommation afin de la réguler. Pour apprendre à élaborer peu à peu un projet de formation, d'études de vie, on retrouve dans le programme de langue moderne prendre conscience de l'importance de l'apprentissage des langues au sein de certains mondes professionnels. Alors en plus de ces 6 visées transversales, vous avez dans votre volume 1, juste après les visées transversales, les autres éléments transversaux. Nous n'allons pas les déployer ici, je vais juste vous expliquer comment ceux-ci sont structurés dans le programme. Il y en a donc 6 autres éléments transversaux que vous allez retrouver à la page 57 de votre volume 1. D'abord, il y a le français langue de scolarisation que Sandrine va vous faire découvrir à la suite de cette première partie. On a ensuite déployé 2 pages sur les fonctions exécutives. Ces éléments ne se retrouvent pas dans le référentiel, mais il nous semblait important d'ajouter ces éléments-là. On a donc ici un ajout du réseau. On a ensuite l'éducation aux médias, l'éducation relative à l'environnement et l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qu'on appelle l'EVRAS. Enfin, nous avons le parcours d'éducation culturelle et artistique, le PK, qui est bien sûr à différencier de l'ECA, l'éducation culturelle et artistique, qui est la discipline. Le parcours d'éducation culturelle et artistique, lui, se travaille à travers toutes les disciplines. Voilà donc les 6 autres éléments transversaux que vous allez trouver également déployés dans ce volume 1. Ce sont des éléments qui sont abordés dans les 5 axes du pacte, mais qui ne sont pas déployés en tant que tels dans les référentiels. Il y aura prochainement un document annexe au référentiel où ils seront déployés, mais dans notre réseau, nous les avons déjà placés dans le programme et mis en relation avec les disciplines. Comment est-ce que ces éléments se déploient pour l'éducation aux médias, l'éducation à l'environnement et l'EVRAS? Eh bien, on a une double page. Sur la première, on explique le quoi et le pourquoi de l'éducation aux médias, de l'éducation à l'environnement. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux et les objectifs? Et sur la deuxième page, on fait des liens avec les disciplines et les contenus disciplinaires qui viennent nourrir ces différentes éducations avec des exemples concrets et de nouveau des situations de classe issues des contenus du programme de P3-P4. Donc voilà l'ensemble des éléments de ce programme et de ses visées transversales. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et nous les poser dans la FAQ qui se trouve sur le site de la salle des profs. Voilà, nous allons maintenant vous proposer un second éclairage sur un des nouveaux éléments transversaux qui a fait son apparition dans le programme, le français langue de scolarisation. Et pour cela, je donne la parole à Sandrine. Je vais poursuivre cette première présentation des visées transversales avec un autre élément transversal qui a fait son apparition dans les référentiels et donc dans les programmes. Il s'agit du français langue de scolarisation. Alors pourquoi trouve-t-on le FLESCO dans les programmes? Eh bien, dans l'avis numéro 3 du Pacte pour un enseignement d'excellence, la langue de l'école a été explicitement identifiée comme facteur d'inégalité entre les élèves et comme levier donc pour l'amélioration des résultats et la réussite scolaire. Mais d'où ça vient? Eh bien, on part de plusieurs constats. Le premier, c'est que la réussite scolaire elle est corrélée à la maîtrise de la langue de l'école. Ensuite, les recherches de ces dernières années mettent en avant que la langue de l'école est une langue en elle-même et que finalement, quand les enfants arrivent à l'école en maternelle, eh bien, ils ont tous à apprendre cette langue de l'école. Donc, la langue de l'école n'est la langue maternelle de personne. Et donc, si on accepte
de poser un nouveau regard sur cette langue spécifique, on se dit que c'est une langue qui est à apprendre et à enseigner comme une langue étrangère pour tous les élèves. Et ça, c'est ce qui est nouveau. C'est qu'on va considérer que tous les profils d'élèves, qu'ils soient allophones, francophones, plurilingues, bilingues, ont à apprendre la langue de l'école. Alors, dans votre programme P3-P4, vous trouverez les éléments d'éclairage rassemblés entre les pages 57-61, mais vous dire que finalement, la langue de scolarisation, ce n'est pas une discipline en soi. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un objet qu'on va travailler pour lui-même. La langue de l'école, elle se trouve partout, dans tous les volumes des programmes de tout le tronc commun. Alors, avant d'aller un peu plus loin, un petit arrêt pour préciser une distinction importante entre le FLA et le FLESCO, où on est parti d'une question spécifique avec le FLA pour arriver à une question pour tous avec le FLESCO. Mais de quoi s'agit-il? Alors le FLA, il est apparu dans le décret d'ASPA de 2019, mais cet acronyme ne renvoie pas à un champ didactique du français comme le français langue maternelle ou le français langue étrangère. Donc le FLA, c'est un dispositif administratif mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc les élèves passent un test FLA qui génère des heures FLA et on les a appelés les élèves FLA. Mais donc le français langue d'apprentissage, le dispositif FLA, c'est une réponse politique aux difficultés langagières des élèves dits vulnérables. Mais avec ça, quand les enseignants recevaient les heures FLA, finalement, ils ne savaient pas toujours quoi y mettre, quoi y faire. Et aujourd'hui, on sait que le français langue de scolarisation, qui est donc l'appellation officielle de la langue de l'école, qui a été reconnu comme un champ didactique spécifique aux usages langagiers scolaires pour tous les élèves, en fait, c'est reconnu par le Conseil de l'Europe et c'est un champ didactique spécifique qui bénéficie d'ailleurs de recherches scientifiques. Et donc, le français langue de scolarisation, c'est bien la réponse pédagogique aux difficultés langagières, mais de tous les élèves. Alors, allons-y, découvrons ce qu'on y met dans cette fameuse langue de scolarisation. Et le premier palier pour comprendre, c'est de questionner nos évidences, nos routines d'enseignants, nos croyances, nos mythes pédagogiques. À l'école, en fait, il y a des usages langagiers différents. Une croyance très répandue, c'est que le français qu'on parle à l'école, c'est le français de communication. Eh bien, on va voir ensemble que non. Quand l'enfant arrive aux portes de l'école, il va être confronté à 3 usages langagiers spécifiques. Le premier, bien sûr, est celui de la langue de communication familière, celle qui permet d'interagir avec les copains, avec les adultes et qui permet de communiquer la langue pragmatique du quotidien. Alors, au regard de ça, il y a une partie qui est moins importante en enseignement fondamental, mais qui existe quand même, c'est le langage administratif. C'est le français qu'on va employer dans les bulletins, dans les avis aux parents, dans les règlements de l'école, dans les horaires. Et puis, bien entendu, la plus grosse partie finalement des usages langagiers à l'école, ça va être la langue des apprentissages. Et là, l'enfant va découvrir une dimension spécifique du discours et des écrits disciplinaires. Il va apprendre un langage qui accompagne les démarches mentales. C'est la langue des contextes et des énoncés. C'est bien entendu le vocabulaire spécifique des disciplines. C'est la langue des consignes. Et donc, ces usages langagiers des apprentissages, c'est ce qu'on appelle le français langue de scolarisation et qui se distingue par bien des aspects de la langue de communication familière. Alors ce premier schéma, vous le retrouvez en fait dans votre programme, page 58-59. Alors, quand l'enfant arrive à l'école, il va passer de la langue de communication familière, de la langue de sa famille, à la langue de l'école. Et pour certains enfants, cette langue de l'école peut être très différente de la langue parlée à la maison, de la langue parlée dans le quartier ou parlée avec les copains. Pour certains enfants, elle peut être moyennement différente, pour d'autres, elle peut être très différente. Il y a des familles où on parle peu le français et les familles où les sollicitations langagières sont nombreuses. Et donc, vous le constatez tous les jours au quotidien, les écarts entre les enfants peuvent être considérables. On va parler alors d'une langue qui se situe entre rupture
et continuité avec l'expérience familiale. Alors en quoi est-ce différent? Bien, prenons un exemple. Prenons l'exemple de préparer une compote de pommes. À la maison, si maman ou papa prépare une compote de pommes avec l'enfant, on va verbaliser des tas de choses autour de la compote de pommes avec son enfant, mais le but, c'est d'arriver à réaliser la recette pour que la compote soit parfaite et que l'on partage un bon moment ensemble. À l'école, si vous réalisez une compote de pommes avec des enfants de maternelle, ce n'est finalement qu'un prétexte. Un prétexte pour faire quoi? Vous allez demander aux enfants de réfléchir à ce qu'on a fait, aux actes que l'on a posés, pour pouvoir les verbaliser, les formaliser, les structurer. Et par exemple, on va se poser des questions quand la compote est terminée, des étapes par lesquelles on est passé. Pourquoi telle étape avant telle autre? Et c'est ainsi qu'on va apprendre à l'enfant à structurer le temps, à verbaliser la chronologie. Et donc, apprendre la langue de l'école, c'est passer d'une culture à une autre culture. Et de nouveau, on retrouve cette idée de rupture ou de continuité. Alors, quelles sont les grandes différences entre la langue de la famille et la langue de l'école? Mais la langue de la famille, c'est une langue qui tourne autour de l'affectif. À l'école, on va apprendre à l'enfant à nommer et à écrire ce qui relève du cognitif, la raison et la réflexion. La langue de la maison, c'est une langue qui concerne le particulier, le jeu, et le concret de tous les jours, le pragmatique. À l'école, on va amener l'enfant à maîtriser le langage de l'universel, de l'abstrait et du collectif. On va passer du je au nous et au on. Alors bien sûr, on va passer de la culture familiale ou des cultures familiales aux cultures disciplinaires, la langue des mathématiques, la langue des sciences, la langue de l'histoire. La langue de la famille, c'est une langue qui permet d'exprimer l'appréciatif et l'intuitif. À l'école, on va apprendre et maîtriser une langue beaucoup plus structurée. Alors, une dernière différence, et non des moindres, c'est qu'à la maison, la majorité du temps, on maîtrise un oral pratique, plus dilué. On peut se permettre de raccourcir le discours, de parler à demi-mot, de ne pas terminer ses phrases, parce qu'on est entre nous, on se comprend. À l'école, l'enfant va devoir apprendre à passer d'un langage oral à un écrit abstrait et très dense. Vous retrouvez ces exemples dans le programme P3-P4, où vous trouvez à la page 59 un tableau qui propose en fait d'identifier avec les enfants ces contrastes langagiers et d'amener les enfants finalement à se rendre compte que la langue de l'école nécessite un passage, on se transforme, on se distancie de la langue de la maison. Et donc, si l'école laisse ce passage dans l'implicite, beaucoup d'enfants ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Alors, pour pouvoir travailler, il y a une définition officielle de la langue de scolarisation qui propose de distinguer 3 dimensions spécifiques pour pouvoir justement travailler avec les élèves en fonction des besoins prioritaires. Alors, la langue de scolarisation, c'est le langage dans lequel l'enseignant s'exprime et présente les apprentissages. Donc, l'enfant entend, découvre des situations de communication, un vocabulaire spécifique, il manipule des supports et des textes spécifiques à l'école. On est là sur une dimension de réception du langage. Ensuite, c'est le langage qui accompagne et rend possible la structuration de la pensée, qui soutient l'appropriation des savoirs. Donc là, on est dans la boîte noire de l'élève. L'élève observe, compare, fait des liens, catégorise, classe, ordonne. Donc là, on est sur une dimension de structuration de la pensée. Et enfin, c'est le langage dans lequel l'élève va exécuter les consignes ou réaliser les activités. Il va s'entraîner et retenir les savoirs, les procédures. Donc par exemple, l'élève va expliquer ce qu'il a fait et comment il s'y est pris. Il va verbaliser et puis ensuite, bien sûr, il va écrire. On est là dans une dimension de production. Et c'est là qu'on comprend que la langue de l'école est bel et bien une didactique d'une langue étrangère. Il y a la dimension de réception de la langue étrangère, de structuration de la pensée et puis de production de cette nouvelle langue. Alors, dans votre programme, toujours page 59, vous retrouvez la définition complète avec des exemples
de la définition officielle de la langue de scolarisation qui a été citée par Nicole Wouters, qui a elle-même adapté cette définition des travaux du Conseil de l'Europe. Alors, allons sur un focus un peu plus spécifique qui est relativement nouveau. Intéressons-nous à ce qu'on veut dire dans cette seconde dimension, le langage qui accompagne et rend possible la structuration de la pensée. C'est ce qu'on va appeler les démarches mentales. Alors à l'école, de 2 ans et demi à 18 ans, l'école active des démarches mentales dans toutes les disciplines, tout le temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sont toujours les mêmes. Il y a une première famille de démarches mentales que l'enfant va apprendre à l'école qui est catégorisée, classée. Et cette démarche nécessite elle-même d'autres démarches comme observer, comparer, différencier, nommer, définir. L'enfant va également apprendre à ordonner, donc à interpréter, émettre des hypothèses, réfléchir, mettre en lien. Pour pouvoir mettre en lien toutes ces informations et les modéliser. Donc là, on va être dans la production, où l'enfant va représenter, schématiser, concevoir un modèle prédictif. Et donc, ces différentes démarches mentales, c'est vraiment l'élément transversal des apprentissages de 2 ans et demi à 18 ans. Alors, mobiliser des démarches mentales, c'est mobiliser l'intelligence et la pensée des élèves. On va leur demander d'apprendre à comparer, catégoriser, observer, justifier. Cette mobilisation qui est cognitive dans un premier temps, eh bien, elle passe aussi par le langage. Et donc, une démarche pour les enseignants, une démarche français langue de scolarisation, c'est de rendre visible et expliciter le langage qui structure la pensée. Et ça, c'est vraiment une dimension spécifique de la langue de l'école. Prenons un exemple pour comprendre cette difficulté. Comprendre le chemin que l'enfant va parcourir de 2 ans et demi à 18 ans pour passer d'un langage très concret, malhabile, pas encore assuré, vers une langue tout à fait construite, structurée et abstraite. Prenons l'exemple de comparer à partir de la paille de Sarah et la paille de Nabil. En maternelle, on va apprendre aux enfants à formuler, à verbaliser, ce ne sont pas les mêmes. La paille de Sarah, c'est petit, la paille mauve, elle est grande. Et puis, progressivement, on va amener l'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans à pouvoir formuler, à structurer de manière un peu plus complexe. La paille de Nabil est plus longue que la paille de Sarah. Et puis, en avançant dans la scolarité, l'enfant va être confronté non plus à l'image de 2 pailles, mais à 2 segments, le segment A et le segment B. Et on va attendre de lui qu'il puisse formuler la longueur de la paille rouge est inférieure à celle de la paille mauve. Et puis, progressivement, on va complexifier la structure, on va ajouter une représentation pour que l'enfant puisse dire le segment de droite B dépasse le segment de droite A de X centimètres, pour pouvoir ensuite représenter A plus petit que B. Donc voilà un exemple de progression langagière à partir de la démarche mentale comparée qui montre comment le langage de la pensée se structure progressivement sur la scolarité. Alors, prenons un exemple à partir de nos programmes. Restons toujours sur la démarche mentale comparée. Dans les 3 volumes de maternelle, on trouve 149 occurrences pour la démarche mentale comparée. En P1, P2, 133 occurrences. Et en P3, P4, 183 occurrences. Donc ça veut dire que à travers toutes les disciplines, les 5 volumes du programme P3, P4, la démarche mentale comparée est mobilisée 183 fois. Et c'est là qu'on mesure à quel point ces démarches mentales et le langage qui les accompagne sont transversales et vraiment indispensables pour que l'élève puisse structurer sa pensée, mais aussi l'exprimer. Alors, comparer, qu'est-ce que ça veut dire ? Cognitivement, ça veut dire qu'on doit être capable de définir des critères à partir desquels on va observer ce qui est le même ou différent. Et donc, on va manipuler des critères objectifs et subjectifs. Et cette opération cognitive, elle nécessite également de développer le langage. Alors, voici un tableau qui a été modélisé par Nicole Wouters, qui propose en fait de rendre visible que les démarches mentales
se décline dans un premier temps en d'autres opérations cognitives. Donc, pour pouvoir classer et catégoriser, l'enfant doit être capable notamment de comparer, et que ces opérations cognitives se traduisent en mots et en phrases spécifiques. Donc, par exemple, pour comparer, l'enfant doit être capable de maîtriser des petites phrases gabarit comme être semblable, être différent, il a, il n'a pas, plus, moins, autant que. Donc voilà une série de phrases gabarit qui permettent à l'enfant, quelle que soit la discipline finalement, d'exprimer une comparaison. Alors, si on va fouiller un petit peu dans le programme de P3-P4 de manière tout à fait aléatoire, on se rend compte que par exemple en éducation aux médias, on va demander aux enfants de comparer les commandes de différents logiciels de traitement de texte et identifier les récurrences, ou comparer des étiquettes d'une même gamme de produits et identifier des éléments qui suscitent l'envie et influencent l'achat. En religion, on va demander aux enfants de comparer des églises en fonction de leur date de construction. Donc voilà des attendus P3-P4. Poursuivons un peu notre découverte du programme et faisons un petit détour par le programme P1-P2 pour revenir en P3-P4. En P1-P2, on avait un attendu qui était comparer oralement une même activité du quotidien, vécue par l'enfant ou un proche, dans le passé, pour mettre en évidence des éléments qui changent et des éléments qui ne changent pas. Donc voilà l'attendu pour P1-P2, avec une piste pour l'apprentissage où l'enfant observe des photos de classe d'aujourd'hui et d'autrefois pour comparer ce qui est le même et ce qui est différent. Revenons maintenant à notre programme P3-P4 et on voit en P4, sur la base de 2 documents traitant de l'accès au savoir et à l'instruction, construire un tableau à simple entrée pour comparer une réalité de vie de l'élève avec celle vécue par un autre. Et donc là, on voit qu'il y a une continuité dans les apprentissages en sciences humaines, à la fois sur le contenu disciplinaire, mais on retrouve de nouveau la démarche mentale comparée. Et donc, dans les pistes pour l'apprentissage, l'enfant va comparer des objets d'époques différentes liés à l'information et à la communication afin d'identifier les changements et les similitudes. Donc on voit que les attendus sont toujours présents, ils progressent en difficulté sur les contenus disciplinaires, mais la démarche mentale reste la même. Alors, voici une démarche que Virginie et moi proposons en formation français langue de scolarisation, qu'on a appelée une longueur d'avance. Et donc on propose aux enseignants, sur base des démarches mentales et du langage qui les accompagne, d'anticiper les obstacles langagiers. Donc plutôt que de penser en termes de remédiation, on propose aux enseignants une démarche d'anticipation. Et donc, à partir toujours de l'exemple du programme comparé, on propose aux enseignants de choisir des structures linguistiques spécifiques qu'on va enseigner de manière explicite comme une langue étrangère. Et donc pour cet apprentissage-ci, par exemple, les enseignants pourraient choisir d'enseigner les phrases gabarit « il y a, il n'y a pas », « c'est différent, c'est semblable », on va sans doute avoir besoin du car et du donc, et peut-être du alors que, pour pouvoir construire des phrases complètes qui diront « autrefois, c'était comme cela, alors qu'aujourd'hui, c'est comme ». L'école a évolué et aujourd'hui, c'est différent. Et ces phrases gabarit, on va pouvoir les remobiliser de manière transversale en mathématiques, en sciences. Ce solide, il est comme cela, alors que ce solide, il est comme ça, parce que, en mathématiques, par exemple. Donc voilà un exemple de démarche qui permet de travailler concrètement sur l'apprentissage de la langue de l'école pour tous les élèves. Alors, bien consciente que dans cette présentation, il y a beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'on va retenir? Moi, je vous propose de repartir aujourd'hui avec cette petite phrase qui permet vraiment de poser un autre regard. La langue de l'école n'est la langue maternelle de personne. L'apprentissage de la langue de scolarisation dépasse largement l'acquisition du vocabulaire spécifique. On l'a vu ensemble, il y a également la langue qui structure la pensée. La scolarisation, c'est un processus dans lequel on enseigne aux enfants à parler un langage écrit. Donc ça, c'est aussi une spécificité de l'école. C'est qu'il y a un oral
qui est tourné vers l'écrit et qui n'est pas pragmatique. C'est un oral et un écrit qui concernent le cognitif, l'universel et l'abstrait. Et donc notre objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que tous les profils d'élèves deviennent des utilisateurs de la langue scolaire, pour tous les profils d'élèves. Voilà, eh bien, on arrive au bout de cette présentation. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a des offres de formation sur le site de l'IFEC, une brochure qui concerne les pratiques d'inclusion pour soutenir les compétences langagières des élèves, et ce support de présentation contient également une bibliographie, et vous pourrez retrouver ce support de présentation sur la salle des profs. Nous voici arrivés au terme de cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Virginie et moi espérons vous rencontrer peut-être à l'occasion de nos formations. Nous vous souhaitons une belle continuation et à bientôt. À bientôt.